Ouais, on va dire ça. Bonjour, je m'appelle Jean-François Niffnecker. Je vais vous faire une présentation assez rapide, puisque c'est moins d'une heure, de LibreOffice Writer, donc le traitement de texte de LibreOffice, sous l'angle professionnel. Qu'est-ce que ça veut dire professionnel? Ça ne veut pas dire qu'amateur c'est pas bien et professionnel c'est bien. Ça veut dire que simplement on a des préoccupations d'efficacité et de vision à long terme. On ne se résume pas à faire un document puis on l'oublie. Donc on va s'intéresser à des documents potentiellement à durée de vie longue, mais un document a toujours potentiellement une durée de vie longue. Vous allez peut-être le reprendre demain, la semaine prochaine, le mois prochain. Donc c'est important de réfléchir en amont à la façon dont ce document va vivre à travers le temps et à travers l'espace. Alors qui suis-je? Je m'appelle Jean-François Niffnecker. Je suis fraîchement retraité. Dans mon activité professionnelle, j'étais support technique LibreOffice de deuxième niveau. J'ai fait beaucoup de formations, je fais encore de la documentation, j'écris des macros et des extensions pour LibreOffice. Et la Mouette, c'est l'association francophone qui supporte la bureautique libre, dont le siège est en région de Lyon, et dont je fais partie. Oh là là. Ah oui, là pour l'instant il n'y a rien. Alors commençons déjà par un petit menu. On va commencer par les enjeux, savoir qu'est-ce qui est en jeu, de quoi on va devoir tenir compte dans notre réflexion à propos des documents, de leur vie. On verra très vite quelles sont les phases de travail lorsqu'on écrit un document. Ensuite, quelle est la configuration? Je ne vais pas dire idéal, parce que l'idéal n'existe pas, mais est-ce que la configuration qu'on obtient dans LibreOffice quand on l'installe, est-ce qu'elle est suffisante, satisfaisante pour travailler correctement? Quand je pose la question, vous imaginez que je donne déjà la réponse. Voir comment est-ce qu'on travaille concrètement sur les documents, à quel point il faut prêter attention pour justement favoriser cette durée de vie longue et cette solidité à nos documents. Ensuite, au niveau de l'utilisation des documents et du logiciel, on va voir un peu quelques points intéressants. Les besoins et les réponses, je ne suis pas sûr qu'on aura le temps en moins d'une heure de les voir. J'évoquerai très vite des extensions. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est des extensions, hein. On verra tout à l'heure à la fin. Et on finira par avoir un peu une présentation rapide comment on peut obtenir de l'aide. Alors, ce diaporama, moche, sur le site ici, du Capitole du Libre, sur la conférence, j'ai mis un document en pièce jointe. C'est le canevas de cette conférence sous forme d'un document texte. Donc, il y a à lire. Dans mon diaporama, vous ne verrez pas grand-chose à lire. C'est juste à m'écouter d'abord. Mais si vous voulez avoir le texte vraiment, avec des points, des renvois vers le logiciel lui-même, vous aurez tout ça dans le document qui est donc joint à la conférence. Alors les enjeux. Le premier enjeu, évidemment, c'est de vous faciliter le travail. Faciliter le travail de façon à ce que vous soyez efficace. Éventuellement rapide, mais surtout efficace. Ensuite, on veut obtenir des documents robustes. Un document robuste, c'est un document solide. C'est un document qui ne va pas vous lâcher parce qu'il part en vrille, la mise en forme, c'est n'importe quoi, très rapidement. Non, on veut des documents qui vont garder cette solidité. On veut des documents résilients, c'est-à-dire qu'on veut penser, et si jamais ça se passe mal, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ensuite, on veut des documents interopérables, mais ça, le format LibreOffice est un format interopérable. En d'autres termes, on va rester dans le format de LibreOffice, mais on y reviendra tout à l'heure.
Et donc, au final, ce qu'on veut, il y a écrit le mot intention, on veut que notre traitement de texte, il ne voit plus nos documents comme une suite aléatoire de caractères, on veut qu'il comprenne nos documents, on veut lui communiquer l'intention sur notre contenu. On n'écrit pas, même si le traitement de texte, on peut lui faire ingurgiter un poème, une lettre d'amour, un rapport annuel, que sais-je, des tas de documents différents. À la base, si on ne le lui dit pas, il ne pourra pas faire la différence entre les uns et les autres. Mais si vous prenez les précautions qui vont bien pour le lui dire, pour passer votre intention, alors il le saura et il vous facilitera la vie. Donc, pour résumer, cette conférence, elle va vous montrer comment vous pouvez réaliser des documents qui traverseront le temps et l'espace. Traverser le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils résisteront aux différentes versions de logiciels que vous pourrez avoir à bord de votre ordinateur, voire aux différentes versions de systèmes d'exploitation que vous pourrez avoir à bord de votre machine. Et à travers l'espace, ça veut dire que vous pourrez transmettre vos documents vers d'autres systèmes, que vous pourrez supporter des mises à jour de police de caractère, par exemple. Tout ça, on va voir quels sont les outils, et vous verrez qu'au final, je vais insister sur un seul, mais quels sont les outils que vous avez à votre disposition pour permettre cette résilience. Alors, les différentes phases du document, de travail d'un document. La première phase, c'est la saisie. La deuxième phase, c'est la vérification du document, sa mise en forme, sa vérification, sa mise en page, son édition pour finir, alors sous forme papier, sous forme web, on s'en fiche, peu importe, sous forme électronique, on s'en fiche, et on revient, ça fait une magnifique boucle. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, cette boucle-là n'existe pas. C'est une pure vue de l'esprit. Vous savez comme moi, si vous travaillez dans le traitement de texte, qu'on fait sans arrêt des allers-retours entre les différentes phases, qu'il n'y a pas un magnifique cercle vertueux, il y a plein de passages, de passerelles entre les uns et les autres. On est plus du côté du bazar que de la cathédrale. Alors, en termes de configuration, donc, on va voir que, en termes de configuration, on a deux types de configuration. On a la configuration du logiciel, de son interface, de ce que vous voyez, et puis il y a son paramétrage. Donc on va s'intéresser d'abord à tout l'aspect interface. Quand vous installez LibreOffice sur votre machine, vous avez une certaine interface qui vous est proposée, je ne vais pas dire imposée, elle vous est proposée, vous pouvez la modifier, et je vous conseille de la modifier dans le sens que je vais vous expliquer là. Donc modifier cette interface, c'est-à-dire avoir par exemple les menus plutôt que les barres d'onglets ou ce que Microsoft Word appelle le ruban. Si vous êtes accro au ruban, vous pouvez avoir le ruban. Dans l'interface de LibreOffice, vous pouvez changer pour retrouver éventuellement une interface que vous avez utilisée sous Word, mais vous passez à LibreOffice et vous voulez retrouver quelque chose qui vous rappelle cette interface-là parce que vous êtes plus à l'aise. C'est possible dans LibreOffice. Personnellement, je ne le conseille pas parce que je pense qu'à travers les menus, on est bien plus efficace qu'à travers plein de choses dispersées partout dans les rubans. Maintenant, c'est à chacun de voir. Ça, c'est votre libre arbitre. Ensuite, on verra les paramètres. Et enfin, on verra comment qu'il faut activer le correcteur d'orthographe et avoir un correcteur grammatical. En termes d'interface, donc, je vous ai parlé de l'interface à l'instant. Je vous conseille très fortement d'activer l'affichage des caractères non imprimables. Au début, quand on ne l'a jamais fait, ça fait un peu bizarre, mais je peux vous assurer qu'au bout d'une semaine, quand on l'a plus, ça fait encore plus bizarre. Pourquoi faire afficher les caractères non imprimables? Alors, qu'est-ce que c'est ces caractères non imprimables? C'est par exemple ce caractère-là qui apparaît en fin de paragraphe, ce caractère qui s'appelle un pied de mouche pour la petite histoire. Et donc, quand ces caractères sont visibles, vous savez vraiment ce que vous avez tapé. Si j'ai ce caractère-là qui apparaît à l'écran, je sais que j'ai fait entrer. J'ai créé un nouveau paragraphe. Si j'ai des petits points entre deux mots, je sais que c'est des espaces.
ça me permet de repérer quand il y en a deux. Si je ne fais pas apparaître ces caractères-là, quand il y a deux espaces entre deux mots, je ne le vois pas du tout. Je risque de ne pas le voir, etc. Donc, pour savoir ce qu'on a fait, il faut impérativement, à mon sens, c'est une nécessité d'avoir les caractères non imprimables visibles. Faire apparaître le volet latéral, je ne sais pas si vous connaissez le volet latéral, c'est donc un panneau qui apparaît sur la droite de l'écran, qui est potentiellement masquable, qui peut être masqué lors de la première utilisation, donc faites-le apparaître. Ce panneau, il va en grande partie remplacer la barre de formatage qui est en haut de l'écran, que vous pourrez enlever sans vergogne. Dans ce panneau, vous aurez donc l'équivalent de la barre de formatage pour la mise en forme, mais ça, c'est la mise en forme à la main, chose qu'il ne faut pas faire. On va y revenir abondamment. Vous aurez d'autres options pour faire apparaître le navigateur qui vous permettra de vous promener à l'intérieur du document très, très facilement, très rapidement. Vous aurez les styles et vous aurez encore plein d'autres choses dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Donc le navigateur, donc, qui est une fenêtre qui peut être indépendante mais que vous allez retrouver dans le volet latéral. Et vous avez, alors ça c'est pas dans le volet, en plus vous avez deux règles, une règle horizontale, une règle verticale. Par défaut, la règle verticale n'apparaît pas, je vous conseille de la faire apparaître. Même si je déconseille l'usage des règles pour aller cliquer dedans comme un malade, ce qui est pratique avec les règles, c'est que ça donne des points de repère. Juste à l'œil, on voit où on est positionné. Rien de mieux, rien de plus. Mais c'est bien de les avoir. En termes de configuration, de paramétrage, je vous conseille fortement d'entrer vos paramètres d'identité dans le panneau des options. Alors, paramètres d'identité, oui, mais on va savoir mon nom, tout ça. Vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez mettre juste vos initiales, ça suffira. Grâce à ces paramètres d'identité, il y a un certain nombre de fonctionnalités qui vont être débloquées, qui vont pouvoir être utilisées et qui seront utilisables. Donc, mettez vos paramètres d'identité, ça vous permettra d'avoir accès à ces fonctions. En plus, si vous travaillez en collaboration avec d'autres personnes, si chacun entre ses propres paramètres, vous pourrez échanger des documents, faire des modifications les uns et les autres sur le même document et savoir qui a fait quoi. Les polices de remplacement. Alors, il y a longtemps, on utilisait tous la même police et le monde était merveilleux. Ben non, il n'était pas merveilleux parce que tout le monde disait « oui, mais j'ai qu'une police, j'en voudrais d'autres, etc. » Et il y a eu plein de polices qui sont arrivées. Vous recevez des polices qui sont livrées dans le système. Vous avez des polices qui vous sont livrées avec votre imprimante, avec votre appareil photo, avec votre scanner, etc. Les logiciels que vous installez vous en amènent des tombereaux. Et après, vous avez des listes de police comme ça. Oui, vous. Mais peut-être que vous, non. Pas les mêmes. Vous avez des polices différentes, potentiellement les uns et les autres. Parce que vous n'utilisez pas le même système, parce que vous n'avez pas installé les mêmes logiciels. Et au final, quand un d'entre vous ou une d'entre vous va utiliser une police donnée dans son texte, et puis passer son document à quelqu'un qui ne l'a pas, que se passe-t-il? Eh bien, le document, il devient un peu comme mon écran là, tout moche. Il devient tout moche parce que la police, chez l'autre, la police n'est pas connue, donc elle est remplacée par une police entre guillemets équivalente. Mais équivalente au sens informatique du terme, pas au sens esthétique. Pas forcément, et ce qui se traduit également par pas au sens de l'encombrement du texte. Si bien que votre joli texte que vous aviez calibré pour qu'il rentre bien pile poil sur une page, ben chez l'autre, il va déborder sur la page d'après. Il existe dans LibreOffice une table de police de remplacement qui permet de dire, si cette police-là n'existe pas, je mets telle autre à la place. Donc ça, c'est utile à savoir qu'elle existe, parce que vous pouvez mettre en œuvre cette fonctionnalité de façon que quand vous recevez des documents de l'extérieur, documents qui comportent des polices, par exemple, vous êtes sous un système Linux, et vous recevez des documents sous LibreOffice de quelqu'un qui est sous Windows. Sous Windows, il y a des polices qui n'existent pas sous Linux. Et bien, grâce à ça, vous allez pouvoir faire transposer dans votre système les polices inexistantes vers d'autres polices qui auront un aspect similaire à ce qu'il y avait chez l'autre personne, dans l'autre système. Linguistique.
vous pouvez activer dans LibreOffice, je ne sais pas si vous travaillez dans un environnement multilingue avec des personnes à l'étranger, etc., vous pouvez très facilement dans LibreOffice créer des documents en plusieurs langues avec vérification orthographique sur chacune des langues indépendamment, etc. Ça, c'est possible dans LibreOffice, on peut le faire. Ensuite, en termes de configuration, donc il y a un correcteur d'orthographe qui est intégré, n'oubliez pas de le mettre de l'activer. Normalement, c'est le cas, mais vérifiez-le. Et vous avez également la correction grammaticale. Elle n'est pas livrée d'emblée dans le logiciel, mais il existe une extension qui permettra de le faire. Donc ça, je vous en parlerai tout à l'heure. En termes de mise en page, de contenu de votre document, vous allez avoir un contenu, vous allez avoir un format. Alors, format, ce n'est pas formatage, c'est la façon dont les choses sont écrites dans le logiciel. Vous allez avoir des styles, vous allez avoir des polices. Alors, en termes de mise en page de votre document, un document, que contient un document? Un document, ça contient le texte, ce qu'on appelle le corps du document, le texte, le sommaire, les têtes de chapitre, etc. Ça, c'est le contenu du document, c'est le flow du document. Mais vous avez aussi des parties hors texte, comme des tableaux, par exemple, des graphiques, des images. Ça, c'est du hors texte, y compris des cadres, éventuellement, des cadres, y compris des cadres texte que vous pouvez insérer dans le document, mais ils ne font pas partie stricto sensu du document lui-même. C'est juste pour info que je vous dis ça. Sachez un peu comment s'organise l'information dans votre document. Les formats. LibreOffice Writer écrit dans le format ODF, comme tous les documents LibreOffice. En l'occurrence, ça vous produit des fichiers au format avec l'extension ODT, Open Document Text. Le format ODF, c'est le format que je vous conseille très fortement d'utiliser en permanence, à l'exclusion de tout autre. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Ce format ODF, il a un avantage, c'est qu'il est interopérable. C'est-à-dire que ce format, il est documenté, les autres logiciels sont capables de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dedans. Si vous voulez pas utiliser, outre l'ODF, qu'est-ce que vous pouvez utiliser? Pour communiquer avec l'extérieur, vous pouvez utiliser le PDF. Si vous envoyez du texte à des personnes qui ont besoin juste de consulter votre document, n'envoyez pas un document LibreOffice Writer, envoyez un PDF. LibreOffice est capable de créer des PDF depuis très longtemps. Et quelquefois, vous aurez besoin d'envoyer des documents dans un format que j'appellerai étranger, c'est-à-dire un document qui n'est pas de l'ODF ni du PDF, typiquement du DocX, il faut dire les mots. Alors, ce format, les formats étrangers, ils ont un gros inconvénient. Alors, je vais vous montrer tout de suite, je vais vous commenter un peu tout de suite pourquoi. Alors, je voudrais ma souris. Est-ce qu'on la voit, ma souris? Voilà. Hop. Imaginons que vous vouliez envoyer un fichier, que vous vouliez lire un fichier DocX avec LibreOffice. Quand le fichier DocX va être lu dans LibreOffice Writer, il va y avoir une première phase de transposition qui va avoir lieu, parce que les deux contenus des fichiers ne sont pas les mêmes en termes de structure. Microsoft Word et LibreOffice Writer ne traitent pas le contenu du document de la même façon. Par conséquent, il y a une adaptation nécessaire à l'entrée quand on lit dans LibreOffice Writer. Ensuite de quoi? Vous allez travailler votre document dans Writer, et lui, en arrière-plan, il va faire sa petite sauce dans ses propres structures de données. Ensuite de quoi? Avant de réexporter, de refabriquer un ODI, un DocX, il va y avoir une deuxième phase de transition entre les structures internes du logiciel et le format final, DocX. Il y a donc deux phases, avant et après, qui font un glooby-boulga
entre les deux formats. Résultat, ce n'est pas étonnant que quand on passe d'un format à l'autre, on perde des choses. Même si les programmeurs de LibreOffice font de leur mieux pour que l'import de documents DocX se passe bien ou l'export vers le DocX se fasse bien, ça ne peut pas être 100% identique. C'est impossible. Techniquement impossible, tout simplement parce qu'en interne, dans le traitement du document en mémoire de l'ordinateur, on ne manipule pas les mêmes choses. Donc, ODF, PDF, format étranger. Je disais tout à l'heure, vous avez le volet latéral dans lequel vous avez un panneau qui s'appelle les styles. Les styles, c'est la pierre angulaire du travail dans le traitement de texte Writer de LibreOffice. Vous devez utiliser les styles. Si vous voulez des documents qui sont solides, si vous voulez des documents qui résistent au temps et qui résistent à l'espace, vous devez utiliser les styles. Ce n'est pas une suggestion, je vous le demande. Vous vous rendrez service en le faisant. Alors oui, il y a de l'apprentissage. Oui, il y a de l'apprentissage, mais franchement, ça vaut le coup. Toute heure que vous passerez à apprendre les styles, elle vous sera rendue au centuple par la suite. Qu'est-ce qu'un style? Alors, les styles existent dans Microsoft Word. Ils existent. Dans Writer, ils sont poussés plus loin. C'est extrêmement puissant. Writer par rapport à Word, c'est le jour et la nuit, en termes de solidité de documents. Donc, un style, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est simplement une collection de mises en forme qui sont agrégées et qui sont nommées. Quand j'utilise un style, que je l'applique à un objet du texte, j'applique automatiquement cet agrégat de mise en forme. Et si je modifie un style, ça modifie instantanément tous les objets auxquels j'ai appliqué le style. C'est donc extrêmement puissant. Dans LibreOffice, vous avez des styles. Alors, les styles de base dans Writer, c'est les styles de paragraphes. Ceux-là, utilisez-les, ne vous en dispensez pas. Vous avez des styles de pages, vous avez des styles de caractères, vous avez des styles de liste et des styles d'images. Bon, les styles de caractères, c'est très important. Les styles de pages, extrêmement important aussi. C'est les trois premiers à connaître. Caractère, paragraphe, page. Les styles permettent l'héritage, c'est-à-dire que les styles de paragraphe permettent l'héritage, ça veut dire que si vous donnez une mise en forme à un style parent, tous ces enfants vont recevoir la même. Ce qui veut dire que quand vous allez mettre en forme le style de paragraphe par défaut, comme c'est le parent de tous les styles de paragraphe, toute mise en forme que vous aurez donnée à ce style de paragraphe se répercuteront vers tous ces enfants. Si vous décidez, par exemple, que vous voulez rédiger un document qui sera en police Noto 100, par exemple, c'est une police à bâton, vous l'appliquez au paragraphe par défaut, et ça, tous les enfants auront cette police. Vous êtes assuré de ça. Ensuite, vous pourrez retoucher les enfants pour modifier l'héritage. Mais à la base, vous aurez ça. En revanche, vous n'utiliserez jamais le paragraphe par défaut. Jamais. Lui, c'est le parent qui sert que à configurer. Vous utiliserez le corps de texte, vous utiliserez les titres de chapitres, etc., mais pas ce style-là. Les styles, vous leur donnerez des noms fonctionnels. Vous ne direz pas un style, vous ne l'appellerez pas gras. Vous l'appellerez mise en valeur, vous l'appellerez, etc. De façon que si vous changez d'idée un peu plus tard dans le temps, que vous dites « Ah ben non, il était gras, mais finalement je le voudrais rouge », vous enlevez le gras, vous mettez du rouge, ben, il s'appelle gras, mais il est rouge. Ça ne veut plus rien dire. Si vous l'appelez mise en valeur, ça reste valide. Sachez qu'il y a un certain nombre de styles qui existent, qui sont livrés avec LibreOffice. Ne vous privez pas de les utiliser. Et au besoin, vous les modifiez en fonction de vos propres besoins. Ce n'est pas parce qu'ils sont là avec une certaine mise en forme qu'ils s'imposent en tant que tels. Vous modifiez le contenu. Pour les plans des documents, utilisez les styles de paragraphes de titre. Grâce à ça, vous ferez des sommaires automatiques. Vous n'utiliserez pas pour les chapitres, pour le plan, n'utilisez pas les listes numérotées. Utilisez la numérotation des chapitres, qui n'est pas la même chose,
qu'il ne faut surtout pas mélanger. Si vous mélangez, vous allez mettre un bazar innommable dans votre document. Donc vous avez les listes numérotées, vous savez, les premièrement, comme dans une recette de cuisine, premièrement, laver les fruits, deuxièmement, les couper en morceaux, troisièmement, ajouter le sucre, etc., les mettre dans la bassine, cuire pendant 1 heure, vous avez la confiture qui est faite. Non, ça, c'est des paragraphes numérotés. Les styles de chapitres, les têtes de chapitres, c'est ailleurs. C'est la numérotation des chapitres. C'est une autre option qui ressemble beaucoup, mais qui n'est pas la même. Vous évitez la saisie au kilomètre. Alors, quand j'ai débuté dans la formation informatique, c'était il y a fort longtemps, je ne vais pas vous dire quand, j'ai débuté, on enseignait aux enseignants que la première chose à faire, on saisit au kilomètre, puis après on fait la mise en forme. Si vous utilisez les styles, ce que je ne saurais trop vous encourager à faire, ne faites pas comme ça. Vous saisissez, vous appliquez le style. Comme ça, vous allez voir votre document qui va se construire devant vos yeux. Et tout de suite, vous verrez si un style est bien adapté ou pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, « Oh, ce style, il est en gras, ça ne me plaît pas, je ne le mets pas en gras, j'enlève le gras », vous le faites tout de suite. Et ensuite, vous continuez. Et grâce au style, vous allez pouvoir créer des documents multilingues que j'évoquais tout à l'heure. Vous direz, dans le style, vous direz que les caractères, ils sont en français, ils sont en anglais, ils sont en je ne sais pas quoi. Et grâce à ça, le logiciel sera capable de vérifier l'orthographe de dans chaque langue. Et enfin, le débouché naturel d'avoir mis des styles dans vos documents, c'est la création de modèles. Les polices de caractère, comment bien les choisir? Il y a des polices à empattement, il y a des polices bâtons, etc. Suivant l'objectif final de votre document, vous allez choisir l'une ou l'autre. Quand on imprime sur papier, traditionnellement, on dit qu'on met les titres en caractère bâton, le texte en caractère empattement. Quand on fait de la publication sur écran, on fait l'inverse. On met de l'empattement pour les titres, peut-être, et du bâton pour le reste. Grâce au style, vous pouvez faire les deux. Vous pouvez passer de l'un à l'autre très facilement. Vous avez créé un document pour faire du texte sur papier, puis on vous dit, ah ben non, finalement, on va le faire en PDF et ça sera affiché à l'écran. Ou ça va aller dans une page web. Ah ben qu'à cela ne tienne, je change mes styles, j'enlève la police bâton là où elle était j'enlève la police empattement dans le corps du texte, je mets une police bâton à la place, terminé, c'est fait. Ça m'a pris 2 clics. Le choix des polices. Là, je l'ai évoqué en début. Attention, assurez-vous que les polices que vous allez utiliser, vous, sur votre document, elles vont être présentes sur l'ordinateur des personnes qui vont avoir à l'afficher. Sinon, ça va faire ça. Ou quelque chose d'approchant, ça ne passera pas la vidéo, ça sera votre document qui aura une sale tête. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez un doute, vous pouvez incorporer la police dans le document. Attention, dans ces cas-là, le document prend un certain embonpoint, on va dire. C'est l'option ultime quand il n'y a pas d'autre solution. Il vaut mieux préférer se reposer sur des polices que tout le monde. Mettez-vous d'accord, si vous travaillez à plusieurs, mettez-vous d'accord pour utiliser une police de caractère dont tout le monde dispose. Si vous travaillez en entreprise, il y a peut-être une charte graphique qui vous dit « vous devez utiliser telle police » évidemment, elle est disponible sur vos machines. Ça, c'est une boule de cristal, normalement. Je voulais vous dire que je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas prédire l'avenir. Mais je peux faire en sorte que l'avenir ne se passe pas trop mal. Ceinture et bretelles. Il faut sauvegarder vos documents. Alors, sauvegarder vos documents. Oula, je vais trop vite. Non, je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Ceinture et bretelles. Donc, ceinture et bretelles, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois faire en sorte de sauvegarder mes informations. Je n'ai pas dit mon document, j'ai dit mes informations. Ça recouvre donc 2 choses. Ça recouvre le document, dont il est préférable, je vous encourage fortement, de faire des versions différentes au fil du temps. Vous avez un document qui existe, vous avez des grosses modifications ou même des pas grosses modifications à faire dessus. Vous faites une deuxième version. Le premier, vous l'appelez V1, le deuxième, vous l'appelez V2.
Et ainsi de suite au fil du temps. Si jamais il se passe quoi que ce soit, il y a un patapouf, votre document est perdu pour X raisons, vous avez toujours la version d'avant à votre disposition. C'est un moindre mal. Vous avez également la sauvegarde de votre profil d'utilisateur LibreOffice. Votre profil d'utilisateur, c'est le paramétrage de votre LibreOffice. Si vous avez réalisé un joli paramétrage, comme j'ai suggéré au début, ça serait bête. Lorsque vous allez changer d'ordinateur, ou si votre ordinateur tombe en panne, on vous le remplace, ou que sais-je, ou si vous avez un ordinateur à la maison et un au bureau et que vous voulez la même configuration, sauvegardez votre profil d'utilisateur, réinjectez-le sur la nouvelle machine, et vous aurez exactement la même configuration, même si les deux ordinateurs, il y en a un qui est sous Windows et l'autre sous Linux, et puis il y en a un troisième sous Mac. Le profil, il est collectif, il est commun, vous pourrez le réutiliser. Alors le profil utilisateur, il est perdu au fond d'une sombre arborescence. Normalement, dans le canevas, c'est écrit où il est. Et puis si vous cherchez sur le net profil utilisateur LibreOffice, vous trouverez très vite. Le zoom. Dans votre traitement de texte, dans LibreOffice, il y a un zoom. Ce n'est pas là pour faire joli. C'est là parce que c'est utile. Dans LibreOffice Writer, dans le traitement de texte, vous avez 3 niveaux de zoom qui vont vous servir à 4 moments différents. Vous avez le zoom optimal qui va essayer de caser les marges du document vraiment dans la partie visible de l'écran. C'est le grossissement, ce n'est pas le grossissement maximal, mais c'est le grossissement idéal quand on est en phase de frappe. Ensuite, vous avez le grossissement, le zoom, largeur de page. Ça va être très bien quand vous êtes en phase de mise en forme ou de mise en page. Et vous avez le grossissement pleine page, qui est très bien pour faire la mise en page, encore une fois, là aussi. Donc, alternez ces grossissements. En bas de l'écran, il y a ce qu'il faut pour changer le zoom très vite. Clic droit à la souris, ça va très vite. Et vous adaptez à ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez travailler également sur plusieurs fenêtres. Vous avez un gros document, vous avez mettons un rapport qui fait 20-30 pages, et puis dans ce genre de document, très souvent, eh bien, on est à la 25e page et on fait référence à quelque chose qu'on a dit à la 12e. Je suis obligé d'aller me balader à la 12e pour me rappeler ce que j'ai dit, pour me vérifier que ce que je dis à la 25e, c'est cohérent. En mettant 2 fenêtres pour le même document, vous pourrez avoir un document sur la page 12, un document sur la page 25, enfin le même document sur la page 25, parce que dans les 2 fenêtres, c'est le même document. Si vous enregistrez dans l'un ou si vous modifiez quelque chose dans l'un, c'est aussi dans l'autre. Donc le multifenêtrage, vous allez par le menu Fenêtre, Nouvelle fenêtre, ça marche très bien, c'est très utile. Si vous travaillez en double écran, c'est encore plus le paradis parce que vous avez le document chacun sur un écran, c'est merveilleux. Les raccourcis clavier. Apprenez les raccourcis clavier. Je ne compte pas le nombre de gens qui m'ont dit « Oh, j'ai mal au poignet avec ma souris et tout ». Mais oui, arrêtez d'utiliser la souris sans arrêt. Quand on est devant un traitement de texte, par nature, par définition, l'outil principal, c'est le clavier, parce qu'on va taper des choses. Si au lieu pour vous faire enregistrer un document, au lieu de lâcher le clavier, prendre la souris, aller cliquer là-haut ou là-bas, suivant ce que vous avez fait, pour aller enregistrer, c'est plus facile de faire CTRL-S sans quitter le clavier. Vous économisez des mouvements, vous économisez de l'énergie, vous allez plus vite. Alors, les raccourcis clavier, vous ne les apprenez pas par cœur, vous allez les apprendre petit à petit. Ils sont indiqués dans les menus. Lisez les menus, vous verrez que pour enregistrer, c'est CTRL-S. Une fois que vous l'aurez mémorisé, CTRL-S, voilà, terminé, je n'y pense plus. Alors là, on va passer, parce que je ne suis pas sûr qu'on ait le temps, donc on va aller... Ça, vous l'avez dans le Canva, hein, et beaucoup plus détaillé. Et pour terminer, donc là, ces 2 pièces de puzzle. LibreOffice, au sens large, particulièrement Writer, vous permet d'installer des outils complémentaires qui s'appellent des extensions. Il y a un site web, le site web des extensions LibreOffice, où il y a plusieurs centaines d'extensions, des biens, des pas biens, des qui vous seront utiles, des qui vous seront absolument pas utiles. J'en connais 3 qui sont utiles. Donc je vais vous les citer. La première, c'est Grammalect. S'il n'y en a qu'une, c'est celle-là qu'il faut installer.
c'est le correcteur grammatical et typographique. C'est un logiciel fait par un Français. Il n'a pas été mis à jour depuis quelque temps, mais il marche très bien quand même. Il vous signalera les erreurs de grammaire. Vous oubliez d'accorder un verbe, vous oubliez de mettre un S au pluriel à l'adjectif alors que le mot est au pluriel. Il va vous le signaler, il vous permet de le corriger comme l'orthographe par clic droit. Il vous explique la règle en plus. Il fait également de la correction typographique. Si par exemple vous ne mettez pas d'espace avant un point-virgule, il va vous le dire. Si vous tapez une apostrophe qui n'est pas une vraie apostrophe, il va vous le dire, etc., etc. Le deuxième, c'est si vous faites de la recherche, vous voulez faire une recherche assez puissante au sein du document, Alt Search ou recherche alternative. Il est un peu ancien, mais il marche très très bien. Donc celui-là est bien aussi. Pour versionner, version manager, bon, c'est moi qui l'ai écrit, donc voilà. Il peut ne pas convenir à tout le monde. Moi, je m'en sers tout le temps, parce que ça permet d'avoir des versions très facilement. Plutôt que de penser à faire V1, V2, on le configure une fois pour toutes au départ sur le document, et après, il y a un bouton qui vous fait la nouvelle version quand vous le demandez. Le bouton d'enregistrement ou le CTRL-S continuant de fonctionner, bien entendu. Donc ça, c'est les extensions. Donc vous les trouverez, vous pourrez les installer via le gestionnaire des extensions dans le menu outils de LibreOffice. Et pour finir, une machine à écrire. Donc j'avais illustré la page d'entrée d'une machine à écrire. Pourquoi diable illustrer d'une machine à écrire alors qu'on parle d'un logiciel? La machine à écrire, elle a été inventée à la fin du 19e siècle. La première machine à écrire est sortie en 1873, mais c'est un outil qui s'est vraiment répandu après la Première Guerre mondiale, dans les entreprises et administrations. Elle a perduré en usage quotidien jusque dans les années 90. Combien d'entre vous ici ont plus de 40 ans? Combien d'entre vous ici ont utilisé la machine à écrire pour produire des documents? Je dis bien produire, pas pour vous amuser comme ça, hein, pour produire vraiment des documents. Combien? 2, 3. Alors pourquoi les autres vous obstinez-vous tout le temps à continuer à utiliser l'ordinateur comme si c'était une machine à écrire? L'ordinateur, ce n'est pas une machine à écrire. C'est fini la machine à écrire. Votre ordinateur, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que la machine à écrire. Donc arrêtez. Utilisez les logiciels pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils vous proposent. Si vous utilisez votre logiciel, quel qu'il soit, que ce soit Word, Libre ou Writer, si vous l'utilisez comme une machine à écrire, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le logiciel va vous mettre des bâtons dans les roues, parce que vous ne l'utilisez pas comme il faut l'utiliser. Et cette heure de conférence est là pour vous sensibiliser à ça. La dernière machine à écrire est sortie d'une usine indienne en 2011. Donc voilà le traitement de texte maintenant. Alors, si vous avez besoin d'aide, il y a un certain nombre de sites qui vont pouvoir permettre de vous aider. Donc le site web, sur le site web de LibreOffice, vous avez une rubrique aide. Bon, il y a l'aide en ligne déjà du logiciel lui-même. Vous avez de la documentation disponible à travers le site web de LibreOffice. Allez bien toujours dans le site web de LibreOffice, il y a plein de choses. Quelquefois, ça peut être un peu délicat à trouver, je reconnais. Mais il y a plein de choses, il y a des guides qui peuvent être même achetés sous forme papier si vous voulez, mais vous pouvez les télécharger en PDF gratuitement, il n'y a aucun souci. Et vous aurez de la doc avec des exemples, des commentaires, soit en anglais, soit en français, il y a les deux. Donc il y a énormément de choses. Vous avez, alors c'est pas Discord, c'est Discourse, faute de frappe de ma secrétaire. Donc c'est des sites, c'est pas des forums, c'est des sites questions-réponses. Donc ça, vous allez sur le site web de LibreOffice, vous cherchez aide, et là vous aurez tout ce qu'il faut pour vous connecter, éventuellement poser des questions. Si vraiment vous êtes devant un mur, que vous savez pas, vous voulez faire un truc et puis vous n'y arrivez pas, vous pouvez poser des questions. Et des forums qui existent toujours, un peu moins vivants aujourd'hui du fait de Ask, par ailleurs, qui est quand même plus pratique à utiliser.
S'il reste des choses qui sont un peu nébuleuses pour vous, eh bien, je vous remercie. Vous pouvez me les poser. C'est pas trop tard. Il nous reste quelques minutes. Oui. Non, il n'y a pas de markdown. Non, mais le balisage du texte dans LibreOffice, ça se fait grâce au style. Oui. J'ai cherché version manager sur oui. Il y en a deux. Ah, il y en a. Oui. Non, c'est le sans le. Oui, voilà. Oui. Par rapport aux versions, justement, il me semble qu'il y a déjà quelque chose pour faire dans le même document des versions successives. Alors, c'est le système de version qui est dans LibreOffice ne fait pas la même chose que ce qui est dans ce que je vous ai montré dans l'extension que je vous ai montré. Dans LibreOffice, il peut comparer deux documents et vous pouvez savoir qu'est-ce qui a changé. Vous avez deux versions du même document, il va vous les comparer, il va vous montrer ce qui a changé entre l'une et l'autre. Si vous n'avez pas mémorisé exactement quelles étaient les différences, ça vous permettra de voir, ah tiens, il y avait ça, tiens, dans celui-là, j'ai ajouté ça, etc. C'est ça le système de version dans LibreOffice. J'ai répondu à votre question ou pas? Excusez-moi. En comparaison avec celui de l'extension. Alors l'extension, elle va vous permettre de donner un nouveau numéro. Ça permet de numéroter vos versions de logiciels, vos versions de documents. V1, V2, V3, V4. En cliquant sur un bouton, il vous fait le enregistrer sous immédiatement dans la version que vous voulez. Pardon? Ça vient créer un nouveau document supplémentaire. Ça fait un document supplémentaire avec le nouveau numéro. Ça ne touche pas à l'ancien. Ça peut aller assez fin en granularité, ça va jusqu'à version, sous-version, révision. Et même build si on veut. On peut mettre des commentaires, etc. Au niveau de la structure du nom du document, on peut modifier comme on veut. Voilà. Je suis allé un peu vite, alors s'il y a des choses sur lesquelles vous voulez qu'on revienne, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Oui. Oui. Faire le sauvegarde automatique tous les 10 minutes ou Ah, la sauvegarde automatique, oui. Oui, j'ai dû passer dessus un peu. Oui. Alors, dans LibreOffice, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Je vois des points d'interrogation sur vos têtes. Il n'y a pas de sauvegarde automatique dans LibreOffice. Il y a un enregistrement automatique de façon à pouvoir reprendre en cas de plantage. Ce n'est pas la même chose. Il y a un enregistrement automatique. Le seul enregistrement automatique qu'il y a, c'est un enregistrement de la précédente version. C'est-à-dire que vous ouvrez un document qui existe. Vous travaillez dessus. Si vous avez activé l'enregistrement automatique, vous avez votre version d'ouverture, elle va s'enregistrer, elle va être dupliquée en .back quelque part. Et ensuite, vous aurez votre version en cours qui va garder son nom nominal. Avec ce .back, en cas de pépin sur le fichier de base, vous pourrez changer l'extension .back pour remettre .odt et vous retrouverez votre document dans l'état où il était avant de travailler dessus. C'est tout ce que ça fait. Dans les versions précédentes de LibreOffice, ce document, il était planté au fin fond d'une arborescence compliquée à atteindre, pas impossible, mais compliquée. Dans les versions les plus récentes, vous avez des options dans le panneau des options qui vous permettent de choisir si vous ne voulez pas le mettre au même endroit que vous avez vos documents de base. Ça facilite la vie. Oui? Donc, si je rédige un document, mettons, qui fait 15 pages, l'enregistrement initial, ce sera les 15 pages, et si je rédige 2 pages en plus, on fait un CTRL-S oui. Régulièrement. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est la meilleure sécurité qui soit. CTRL-S à intervalles réguliers, c'est un réflexe à acquérir. Ça prend un dixième de seconde à faire. Il faut y penser, mais ça vient vite. Hein. CTRL-S, CTRL-S. Est-ce que vous avez des conseils sur l'utilisation des documents maîtres, documents filles?
Alors, les documents maîtres, personnellement, je ne les utilise pas. Parce que c'est assez compliqué comme mise en œuvre. Mais en fait, les documents maîtres, ils ont été créés à une époque où les ordinateurs n'avaient pas autant de mémoire qu'ils n'en ont aujourd'hui, et où donc il était compliqué de gérer des documents un peu volumineux. Personnellement, actuellement, je travaille sur un document qui fait 300 pages. C'est un seul et unique document, et j'ai aucun problème avec. Alors peut-être que les documents maîtres, ça peut être intéressant pour moi dans une situation qui est, on est un groupe de 4 personnes, il y a une personne qui est entre guillemets chef de projet et 3 autres, et à 4 personnes, on va rédiger un document commun. On attribue un chapitre à chacune des 4 personnes, chacune développe son chapitre dans son coin, enfin écrit son chapitre dans son coin, et grâce au document maître, on va pouvoir agréger ces 4 documents. Les documents maîtres, ils imposent que les styles qui sont utilisés dans tous les sous-documents soient les mêmes. Du coup, j'ai une question peut-être en rapport avec ça. Est-ce qu'il y a une façon simple d'exporter un style et de l'apporter Alors, la façon ultime, ça s'appelle des modèles. Mais on peut, intermédiaire entre ne pas exporter ou avoir des modèles, c'est au contraire, c'est importer. On a un document, on commence à travailler sur un document et on voudrait récupérer les styles d'un autre parce qu'il était bien, ça me convient, ça me plaît. Eh bien, vous avez une option pour aller importer les styles de ce document-là. C'est dans le panneau latéral, dans le gestionnaire des styles, le dernier bouton complètement à droite, c'est une liste déroulante. Vous avez importé les styles, vous allez choisir le fichier dans lequel se trouvent les styles que vous voulez récupérer. Dans une boîte de dialogue, vous allez choisir quel style vous voulez récupérer. Si vous voulez qu'ils écrasent les styles actuels de votre document en cours, et hop, c'est fait. Et il n'y a pas de lien physique entre les deux documents, c'est un one-shot. Pour les documents maîtres, j'ai répondu ou pas? Et vous pensez à un gros document? En fait, je pense à des documents où effectivement on est plusieurs à travailler dessus et Oui. pas forcément avec la même rigueur et Oui. la même hygiène de rédaction, on va dire. Ouais. Et c'est vrai que j'ai quand même résolu pas mal de problèmes de mise en page qui sautaient tout le temps avec les documents maîtres. Oui. Je me suis mis il y a à peu près un an. En fait. Quand j'ai découvert ça, ça m'a sauvé des documents. Quoi. Ouais. Oui. Il faut les mêmes styles. C'est ça, il faut qu'entre le document maître et les documents enfants, esclaves, il faut qu'il y ait les mêmes styles. Les styles définis de la même manière. J'ai une question. Pardon? Ben oui. Alors, si on travaille en entreprise, en général, comme je disais tout à l'heure, il y a une charte graphique. Donc, se mettre d'accord, c'est implicite. Maintenant, il faut vraiment s'assurer que tout va bien. Oui? Moi, j'ai une question sur l'évolution des projets LibreOffice et OpenOffice. Est-ce qu'on peut Alors, faire un petit topo sur le... Oui, très vite, parce que la conférence touche à sa fin. OpenOffice, pour moi, n'existe plus. Alors, ça ne s'appelle plus OpenOffice, ça s'appelle Apache OpenOffice. Et c'est un logiciel, c'est un très bon logiciel. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de développeurs à ma connaissance. À ma connaissance, il n'y en a plus qu'un. Ce qui veut dire qu'en termes de mise à jour, il ne faut pas s'attendre à des miracles. Donc pour moi, c'est mort. LibreOffice, c'est un logiciel qui est essentiellement développé par 2 grosses entreprises, enfin grosses au sens par rapport au sujet, une anglaise, une allemande, qui reversent du code donc, pour faire le LibreOffice que vous pouvez télécharger sur le site. Et il y a des mises à jour régulières. Il y a une mise à jour majeure tous les 6 mois. Actuellement, ça s'appelle la 24.8. Moi, là, j'utilise la 24.2. 24.8 parce que c'est celle du mois d'août. La 24.2, c'était celle de février. Au mois de février, vous allez avoir la 25.2, etc. Et entre ces 2 versions majeures, vous avez des versions de débogage, on va dire, d'élimination de bugs, 24.8.1, 24.8.2, etc. Donc, d'une manière générale, je vous conseille de ne pas utiliser les versions les plus avancées. Par exemple, 24.8.0, quand elle est sortie, il ne fallait pas l'utiliser parce qu'elle a par définition potentiellement des bugs, à moins que vous soyez quelqu'un qui, au contraire, veut aller à la chasse aux bugs. Dans ce cas-là, aucun problème.
utilisez plutôt l'avant-dernière version. Quand vous allez sur le site des téléchargements, vous avez les deux, l'une au-dessus de l'autre. Prenez l'avant-dernière, elle est sécurisante. Si vous voulez travailler moi, c'est ce que j'utilise. Et quelles sont les fonctions futures là, qui vont arriver? Il va y avoir, c'est la dernière question, il va y avoir des fonctions au niveau des graphismes dans Calc. Les graphiques, la représentation, ça va être amélioré, modernisé, puisqu'il y a eu pas mal de critiques par comparaison avec ce qu'il y a dans Excel. Voilà. Merci de votre attention. Et il ne vous reste plus qu'à travailler.